Dernier acte, au service de l'Occident. 46, 52. En 1945, il est nommé inspecteur général et chef d'état-major de l'armée de terre. Il doit rénover l'armée, c'est la mission qu'on lui a confiée. Et pour ce faire, il va donner une définition du chef de guerre. Écoutez, un chef de guerre, c'est d'abord un chef de jeunesse. Si, grâce à Dieu, on peut être jeune sans être soldat, on ne peut être soldat sans être jeune. D'esprit, de cœur. Avant de s'occuper de la jeunesse, il faut la comprendre et l'aimer. C'est magnifique. Ça dit tout. Là aussi, pas besoin de faire du blabla. Alors, il va s'employer à donner une âme nouvelle à l'armée française. Il va rejeter les tristes et vieilles casernes et il va créer des camps légers, comme vous avez sur la photo. Alors, le camp léger, c'est le service militaire en plein air. Ça n'est pas que cela. Le camp léger, c'est aussi une formule d'instruction, de formation entièrement nouvelle, qui a pour but de développer le goût du risque, l'amour de la propreté et l'esprit de solidarité, mais sans brimer les jeunes, tout en laissant libre cours à leur initiative, à leur imagination, puisqu'on sait que la jeunesse a généreusement le secret des initiatives et de l'imagination. Surtout pas la brimer, pas la brider, l'éduquer, la former. Alors des généraux, des vieux, des vieux généraux grognent, hein, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça, il nous coûte cher. Quelqu'un dirait en France, il nous coûte un pognon de dingue, hein, c'est l'expression, pognon de dingue, mais les résultats sont vite remarquables. Alors il va effectuer des tournées, des voyages. Il va aller en Tchécoslovaquie et il va aller en Suisse. Et puis voilà, il va rencontrer le général Guisan, qu'il appréciait beaucoup, et réciproquement, je crois. Il y a deux autres photos. Voilà, vous avez Guisan et Delattre. Et il y en a encore une, on les voit tous les deux qui discutent. Il va se déplacer en Amérique latine, Brésil, Argentine et Chili. Alors là, c'est en septembre et novembre 1947. Et en Argentine, il va être reçu par le couple présidentiel, Juan et Eva Perón. Partout, c'est le succès, un énorme succès. Il prononce des conférences, par exemple à l'École supérieure de guerre, et le 5 mai 1948, il est nommé inspecteur général des forces armées terre, mer, air. Le voilà inspectant l'école de ski et le voilà inspectant les chasseurs alpins, des chasseurs alpins. Alors pour lui, ce rôle de chef national interarmé, terre, mer, air, ne peut pas se concevoir autrement que dans un cadre européen. Il est au service de la France, c'est sûr, France d'abord, hein, mais il est aussi au service de l'Europe. Alors, il faut dire qu'à cette époque, malgré la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde ne connaît pas de paix véritable, hein, et de paix totale puisque c'est la guerre froide. Et devant la menace soviétique, il faut songer à la sécurité de l'Europe occidentale. En octobre 1948, Paul Ramadier, qui était alors président du Conseil c'est le Premier ministre maintenant, eh bien, Paul Ramadier va lui offrir le poste de commandant en chef des forces terrestres de l'Europe occidentale. Il accepte aussitôt. Alors, Paul Ramadier, en France, son nom reste attaché à la vignette automobile. Bon, il avait créé la vignette automobile en 1956 à titre provisoire pour venir en aide aux personnes âgées en difficulté.
Eh bien, le provisoire, 1956, ça a duré jusqu'en 2000. Il y a le provisoire qui dure. Alors, Delattre accepte donc ce poste prestigieux, et voilà ce qu'il écrit à Ramadi en octobre 1948. J'ai la parfaite conscience que c'est la mission redoutable, lourde de responsabilité. Dans l'état actuel, une mission de sacrifice. Il faut pourtant que quelqu'un l'accepte, et que ce soit un Français. Je l'accepterai sans condition, sans restriction et sans précaution personnelle. Je l'accepte par devoir, par discipline, dans un acte de foi envers mon pays et envers les nations alliées. Et dans ce poste, il va s'opposer au maréchal, le voilà quand il est nommé par Ramadier, et il va s'opposer au maréchal britannique Montgomery. Bon, ils n'ont pas les mêmes conceptions, mais les deux hommes finiront par se comprendre, s'estimer et collaborer étroitement. Mais bientôt, l'Indochine l'appelle. Alors, moi, chaque fois que j'aborde l'Indochine, j'ai l'intérieur qui se noue, parce que je sais évidemment ce qui s'est passé. Alors, l'Indochine, c'est 4 protectorats: Tonkin, Annam, Cambodge, Cochinchine, Laos, pardon, et une colonie, Cochinchine. Un protectorat, c'est plus souple, hein, une colonie, comme administration, comme gestion. Et depuis 5 ans maintenant, donc nous sommes en 1950, depuis 5 ans, une guerre sans merci embrase l'Indochine. D'un côté, le corps expéditionnaire français, 120 000 hommes. De l'autre, l'armée Viet Minh, commandée par le leader communiste indochinois Ho Chi Minh. Cette armée est moins nombreuse, 30 000 hommes. 120 000, 30 000. Mais elle connaît bien le terrain, qui se prête à la guérilla. Elle est habituée au climat, difficile à supporter pour un Européen, surtout en temps de guerre. Cette armée est bien entraînée et elle est commandée, il faut dire, par un militaire de talent, le général Giap. De plus, cette armée reçoit le soutien logistique de la Chine communiste de Mao Tse-tung. Alors, la France est distante de 12 000 kilomètres. Donc la France se désintéresse quasiment de cette question indochinoise. Et elle se désintéresse d'autant plus qu'à cette époque, la France est secouée par l'instabilité politique de la 4e République. J'ajoute aussi la pression du Parti communiste français, très puissant à l'époque, le Parti communiste qui qualifie la guerre de Chine de guerre coloniale, ce n'est pas le cas, et de sale guerre. Et vous savez peut-être que, par exemple, les dockers de Marseille, communistes, CGT, sabotaient les médicaments à destination de nos soldats en Indochine, sabotaient les armes, et quand nos rapatriés, nos blessés, revenaient en France et arrivaient à Marseille, ils disaient quasiment « foutez-moi ces gens-là à la mer ». Bon, il n'y a pas de quoi être fier. Le 6 décembre 1950, après la défaite de Cao Bang, qui a été infligée par les troupes de Ho Chi Minh en octobre sur la route coloniale 4, et devant les menaces qui pèsent sur le Tonkin, Jean Delattre est nommé haut-commissaire et commandant en chef des forces de l'Union française en Indochine, avec tous les pouvoirs civils et militaires. Il n'a rien à gagner, il a tout à perdre, il accepte. Alors, il y a un extrait sonore, il faudra monter le son parce que c'est un petit peu... Le gouvernement de la République française m'a confié la charge de haut-commissaire et commandant en chef en Indochine. Haut-commissaire, je poursuivrai la politique que
prendre au pouvoir, pour que l'indépendance reconnue aux États associés du Vietnam, du Cambodge et du Laos soit une réalité solide et durable. J'espère que notre résolution et notre loyauté seront génératrices de paix, d'une paix que nous souhaitons ardemment voir régner dans les rapports de l'Indochine avec tous les États voisins. Comme soldat, je suis fier de me retrouver à la tête de l'armée française qui se bat. Dans ses rangs, la jeunesse la plus généreuse de l'Union française reste fidèle à nos plus hautes traditions militaires. Avec cette armée, avec les jeunes armées des États associés auxquels je donnerai le meilleur de moi-même, je m'efforcerai de rendre à l'Indochine la sécurité et la prospérité. Pour cette difficile mission, le gouvernement a bien voulu m'accorder sa confiance. J'espère que j'aurai également l'appui de la confiance du pays. C'est pour lui que j'ai accepté sans hésitation ni condition ce nouveau devoir. Mais ce n'est pas que le devoir d'un homme, c'est celui de la nation. Je suis sûr qu'elle y fera face, comme je ferai tout pour y faire face. Le 17 décembre, il atterrit à Saigon, qui est là au sud, et on le voit sur la photo, là, à sa défiante descente d'avion, à Saigon. Alors, regardez les traits tirés, le visage serré, le regard texan, on sent tout de suite que ça va chauffer. Et le général Carpentier, son prédécesseur, qui est derrière lui avec le chapeau mou, de là le salue, et il a à peine salué qu'il lui tourne ostensiblement le dos. Ça veut dire, on ouvre une nouvelle page. Son fils Bernard combat au Tonkin depuis 1 an et demi. Moi, j'admire cette photo. Il est magnifique. Bernard est magnifique. 1,85 m, mince, élancé, c'est la classe, c'est la race. Je veux dire que maintenant, il faut éviter de dire le mot race. Mais bon, je le dis. À Hanoï, où de là arrive le 19, donc c'est au nord, Hanoï au Tonkin, le sentiment de la faim est inexorable. Les femmes et les enfants sont en cours d'évacuation. L'angoisse ne cesse de s'accroître. Et en effet, Ho Chi Minh et Giap ont déclaré entrer dans la capitale du Tonkin ce même 19 décembre, où le Lattre arrive à Hanoï. Et en fait, rien ne se passe. Serait-ce déjà l'effet de Lattre? Dès son arrivée, de Lattre réunit les anciens de la première armée, parce que beaucoup l'ont subi, et il réunit les jeunes officiers. Et il leur dit: l'ère des flottements est révolue. Je vous jure que désormais vous serez commandés. Nous ne céderons plus un pouce de terrain. Donc, comme c'est clair. Alors, la suite est connue, pas tellement connue, ça dépend. Il va gagner toute une série de batailles que vous avez sur la carte, que j'ai entourées de différentes couleurs. Vienne, donc la bataille du Dé, Yalo, Rabin, la consécration, l'indépendance du Vietnam est consacrée, donc un Anam Cochinchine. L'appel à la jeunesse est lancé, il lance un appel à la jeunesse du Vietnam. Alors le Vietnam, c'est Tonkin, Anam Cochinchine. Et il lance cet appel lors de la remise des prix qu'il préside au lycée Chaslou-Loba de Saigon. Et il incite la jeunesse vietnamienne, et par-delà la jeunesse de l'Occident, à combattre le communisme. Et il dit aux jeunes: c'est pas à nous, la France, de prendre en main votre liberté, votre indépendance, votre souveraineté, c'est à vous aussi, les jeunes. Et il va créer une armée vietnamienne.
il va créer des écoles de cadres, d'où vont bientôt sortir les premières promotions. Il va également intervenir sur le plan international, parce qu'il va essayer de faire reconnaître le conflit vietnamien ou indochinois comme étant en fait un conflit de la guerre froide. Il revoit plusieurs fois son fils, et voilà tous les deux, père et fils. Il va décorer Bernard le 11 mai 1951 de la Croix des TOE, territoire d'opération extérieure, un peu aux OPEX de maintenant, et ils vont se revoir à Hanoï le 26 mai. C'est un adieu, en fait. Et cette photo, enfin, oui, c'est une photo, c'est la couverture d'un livre. Je trouve, regardez Bernard, le visage osseux, il n'y a plus que la peau sur les os, comme résigné, hein, se doutant du sort qui l'attend. Et je trouve que la poignée de main entre les deux hommes, entre le père et le fils, le général n'est plus le général, il est le père, cette poignée de main qui n'en finit pas est terriblement émouvante. Moi, elle me donne la chair du poule. Alors, le général a tracé la voie, il a gagné son pari, mais il va en payer le prix fort, le prix très fort. Et en effet, le 30 mai 1951, sur le rocher de Minh Binh au Tonkin, Bernard, son fils unique, est tué à la tête de son escadron de jeunes Vietnamiens. Son corps, que vous avez là recroquevillé, a été percé de 80 éclats d'obus. Le général, qui alors n'est plus qu'un père brisé, est effondré. Il ne s'en remettra pas. Et cette mort héroïque prend une valeur hautement symbolique et contribuera en France à faire regarder la guerre d'Indochine d'une autre façon, si vous voulez. Alors, voilà au Bourget, à l'aéroport du Bourget, le général et Madame de Lattre attendent la descente des cercueils. Je dis des cercueils parce que Madame de Lattre a tenu à ce qu'avec le corps de son fils soit rapatrié le corps de deux officiers qui sont morts, officiers sous-officiers qui sont morts à ses côtés, le lieutenant Mercier et le brigadier Mello. Donc c'est l'attente de l'avion ciel de Lorraine, je crois que ça s'appelle. Ensuite, le cortège va aux Invalides. Puis, les parents vont se recueillir aux Invalides, dans la cour, main dans la main. On voit bien que le général n'est plus qu'un père, il est brisé. Une autre photo, voilà, des photos terribles. Et les obsèques ont lieu aux Invalides. Voilà, très belle photo aussi, enfin, quand je dis très belle, très émouvante. Et le père est beaucoup plus, a retrouvé sa maîtrise, il est beaucoup moins apparemment atteint que tout à l'heure, enfin, que les photos précédentes. Voilà, la cérémonie aux Invalides, vous voyez les trois cercueils. Et puis, l'inhumation, juste avant l'inhumation, au cimetière de Mouilleron, le général embrasse le cercueil de son fils. Et au cimetière, la tombe de Bernard. Mais la mission du général continue. Il va essayer d'obtenir l'aide des États-Unis face au communisme. Il va effectuer donc un voyage aux États-Unis, vous voyez là, arrivant à New York. C'est en septembre 1951, il porte le brassard noir, puisqu'il est au deuil de Bernard. Et aux États-Unis, il va remporter une éclatante victoire politique. Si vaincre, c'est convaincre, eh bien, il a réussi à convaincre même le président Truman, le président américain,
qui avait succédé à Eisenhower. Et les États-Unis vont alors apporter leur aide à l'Indochine, un soutien financier, un soutien militaire peut-être pas aussi intense que ce que le général avait espéré. Et à la fin de l'année 1951, une année de victoire chèrement payée, à quelques semaines de sa mort, nous allons l'écouter une dernière fois dans une allocution du mois de novembre 1951. Alors, elle est très faible de notre vie. Le déploiement pour forcer le destin ne fera que reculer l'échéance. Cambodge, le Laos et le Vietnam sont en marche vers un avenir nouveau. C'est pourtant tout leur patrimoine, le plus ancien comme le plus récent, que ces trois pays défendent contre cette forme moderne des grandes invasions barbares, le communisme. Peuple de culture complexe, établi d'abord à l'intersection des influences de la Chine et de l'Inde, devenu ensuite, par le fait de la colonisation du protectorat, un lieu de rencontre de l'Orient et de l'Occident, les trois États associés d'Indochine luttent aujourd'hui pour garder leur art, en même temps que pour sauvegarder leur indépendance toute neuve. La France, renonçant aux droits, mais gardant les devoirs, continue de répandre son sang et ses ressources pour garantir cette indépendance, pour l'aider à grandir. La lumière des causes les plus pures, les plus nécessaires, éclaire désormais nos sacrifices et nos efforts d'une signification exaltante. C'est l'honneur de la France, c'est la vie de trois peuples amis, c'est la défense d'une partie vitale du monde libre. Mais le grand chef va perdre son dernier combat. Rongé par la mort de Bernard, taraudé par un cancer de la hanche, il n'a pas eu le temps de soigner. Il entre à la clinique Saint-Pierre de Neuilly le 18 décembre 1951 et subit une grande intervention chirurgicale dont les suites sont très compliquées. Le 11 janvier, quelques minutes avant l'heure H, 6 heures du matin, il demande « Où est Bernard ?» Vous voyez la photo de Bernard. Où c'est ? Le 15 janvier, dans l'après-midi, son corps est transporté sur le char Alsace depuis les Invalides jusqu'à l'Arc de Triomphe, où ses soldats vont défiler avant que ne défile la foule parisienne. Vous avez dans le fond, on aperçoit l'Arc de Triomphe. Il est élevé à la dignité de maréchal de France. Alors vous avez deux bâtons de maréchal. Celui qui est à Mouilleron et un autre qui est au musée de l'armée aux Invalides. Et donc il est élevé à la dignité de maréchal, et à la tombée de la nuit, donc le 15 janvier, toujours, sa dépouille descend des Champs-Élysées jusqu'à Notre-Dame. Et le lendemain, 16 janvier, après la cérémonie à Notre-Dame, le cortège traverse à nouveau Paris par la rue de Rivoli, c'est ce que vous avez sous les yeux, jusqu'à l'esplanade des Invalides, où une ultime revue des troupes lui rend hommage. Et lui rend hommage en présence du président de la République, du gouvernement, des ambassadeurs étrangers, des généraux Eisenhower, Montgomery, de Gaulle, de l'impératrice du Vietnam et d'une foule considérable et bouleversée. Et de l'autre avait dit « Je ne veux pas être enterré dans le caveau des gouverneurs aux Invalides. Je veux que nous soyons ensemble en Vendée. Puisque Bernard est à Mouilleron, nous serons tous les trois dans le même cimetière. » Le 17 janvier,
Le cercueil est placé sur une automitrailleuse qui traverse les villes et les villages, salué par les populations et même salué par des écoliers, comme vous le voyez sur cette photo, même si elle est un peu évidemment floue. Et donc le cortège, l'automitrailleuse, prend la route de la Vendée. Le 18, il est inhumé aux côtés de son fils Bernard, inhumé sous le gravier blanc impeccable du petit cimetière de Montmiron en Pareil. De nombreux hommages y ont été rendus. Il n'est pas possible de les évoquer tous. Mais j'en ai retenu un, très émouvant dans sa sobriété. C'est celui du docteur Jean Scherer, qui avait servi dans le 151e régiment d'infanterie sous les ordres de Delattre. C'est sous forme d'un poème. Tu es mort sans nous, parce que les généraux meurent dans leur vie. Et nous, tes hommes, ne t'avons revu qu'en ton lit de parade, raidi, mais étendu immobile. Tu avais toujours ton grand air altier. La courbe orgueilleuse de ton nez, roux du visage couturé par la vie et les coups de sabre, saillait toujours orgueilleusement. Mais les narines ne battaient plus. Tes yeux restaient clos. La bouche ne dessinait plus le sourire narquois qu'à gauche hachait la cicatrice. Camarade chef, c'était encore toi, et nous t'avions bien retrouvé. Et ton visage était semblable à ton visage, à celui que nous aimions, qu'enflammait soudain la colère brutale et qui illuminait ton regard de feu, et qu'affinait une subite tendresse quand tu te penchais sur l'humble soldat mutilé. C'était encore toi, camarade chef. Oh, camarade chef, pourquoi es-tu resté ainsi muet, immobile? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? N'étions-nous plus tes hommes? Avions-nous abandonnés, trahis? Nous étions là. Nous attendions. Tu ne bougeais pas. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Tu étais mort. Désormais, la maréchale franchira seule la porte de la maison familiale de Montmiron. 51 ans plus tard, le 3 juin 2003, Madame Delattre rejoindra ces deux hommes, plus elle rejoindra ces deux amours. Grand soldat, véritable homme de guerre, le maréchal Delattre de Gassigny est l'une des grandes figures du XIXe siècle, du XXe siècle, pardon, mais l'un des grands oubliés de l'histoire. Pourtant, il appartient à la France. Cette année, à la mi-août, Franck et moi, Franck, comme dit Olga, Monette de Caen, Franck et moi avons effectué un pèlerinage en Touraine, terre de la famille de Madame Delattre, et en Vendée. Nous sommes allés au cimetière de Montmiron afin de rendre hommage à cette grande famille française. Voici le drapeau lorsque nous sommes arrivés. Nous avons déposé une gerbe pour le maréchal et son fils. J'ai ajouté un petit bouquet à Bernard et placé un petit bouquet pour Madame Delattre. Cette grande famille française, j'ai dit, qui a su, à merveille, incarner
les 3 verbes suivants: servir, aimer, oser. Nous vous remercions. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique retentissait ce cri vainqueur.